Demand gen versus lead gen, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères cette situation? Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre les deux? Pour moi, ça c'est la base de ta stratégie. La stratégie, c'est choisir une cible alliée à un angle d'attaque. Et ton angle d'attaque, ça va être où est-ce que je vais me positionner pour aller chercher cette cible? Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est en haut? Et là, pour moi, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la maturité de ton marché et ça dépend de tes ressources. En fait, garder le même nombre de leads en volume par mois, mais on a multiplié par 4 les taux de transfo, on a augmenté les tailles de boîtes, on a attiré des gens un peu plus gros, et donc en sortie, on a 4 fois plus de revenus sur les inbound avec le même volume. Mais c'est vrai que souvent, tu vas demander aussi un petit peu d'avoir de la confiance. Et en fait, généralement, tu vas bâtir ta crédibilité sur tes succès short term pour faire du pipe, pour expliquer que tu dois prendre un peu d'argent, un peu d'énergie, un petit peu de temps pour bâtir ton long terme. Demand gen versus lead gen. Ouais. Donc, demand gen versus lead gen, surtout sur une cible mid-market enterprise. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères cette situation? Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre les deux? Ouais. Alors déjà, pour redéfinir un peu lead gen et demand gen, pour vérifier qu'on parle tous de la même chose. Lead gen, moi j'aime bien d'ailleurs utiliser le mot demand capture, comme ça, Ouais. ça permet bien de le comparer à demand generation. Donc quand tu prends ton funnel awareness, considération, décision, c'est aller chercher les prospects qui sont tout en bas et qui sont donc prêts à prendre une décision. Versus demand gen, c'est aller chercher 80% de ton marché qui n'est pas conscient qu'il a un problème et qui ne connaît même pas ta marque. Et donc là, tu as un double enjeu qui est d'éduquer sur le problème et de créer de la confiance autour de ta marque. Et ensuite, une fois que tu as créé cette audience, c'est de la faire descendre en maturité pour l'amener en bas de ton funnel. Et donc, les deux, en général, s'associent à des tactiques marketing un petit peu différentes. Et du coup, comment tu fais pour choisir l'équilibre entre les deux? En fait, pour moi, ça, c'est la base de ta stratégie. La stratégie, c'est choisir une cible alliée à un angle d'attaque. Et ton angle d'attaque, ça va être où est-ce que je vais me positionner pour aller chercher cette cible? Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est en haut? Et là, pour moi, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la maturité de ton marché et ça dépend de tes ressources. La maturité de ton marché, c'est quoi? C'est quel est le pourcentage de ton TAM, ton Total Addressable Market, qui est prêt à prendre une décision versus ceux qui sont tout en haut, qui flyent un petit peu. Et souvent, malheureusement, c'est quand même La majorité. La majorité. Voilà. Alors, comment tu fais pour savoir sur un marché donné où tu te situes et quelle est la maturité? Tu as des signaux internes et des signaux externes. Comme on le disait, déjà, quand tu te lances sur un marché, tu lances toujours d'abord des petits tests d'acquisition pour voir un petit peu comment le marché répond. Et ça te permet de te donner déjà des bons signaux. Si toutes tes tactiques de lead gen classique qui fonctionnent très bien sur un marché similaire, elles ne fonctionnent pas, par exemple, si nous, on fait beaucoup de LinkedIn Ads, si tes LinkedIn Ads qui normalement cartonnent sur des marchés similaires, d'un coup, le taux de conversion il chute, qu'il n'y a pas d'engagement, ça veut peut-être dire que ton marché, il n'est pas tout de suite prêt à entendre des messages très promotionnels, parce que si tu l'as bien ciblé avec le bon messaging, c'est quand même un mauvais signal de maturité. De la même manière, nous, les salons, comme Content Square, c'est un gros canal d'acquisition pour nous, souvent sur une cible mid-market enterprise, c'est normal. Et si tu te rends compte que sur les salons, tu as plein de gens qui viennent te voir à ton stand, ils sont trop intéressés par ce que tu fais, mais que derrière, il y a zéro opportunité, c'est peut-être aussi un signal qui a peu de maturité. Et surtout, tu regardes un peu les commentaires des sales, ah bah oui, en fait, il était super intéressé, mais en fait, c'est pas du tout un sujet chez eux en ce moment, ils sont pas assez matures, etc. Et après, les signaux externes, ça, c'est un peu quand tu fais un peu ta petite tambouille d'études de marché, tout simplement. Tu vas regarder l'intensité concurrentielle. Si tu as zéro concurrent, c'est pas forcément un signe d'un marché très mature. Tu vas regarder des choses très marketing. Tu vas regarder les volumes de recherche, par exemple. Qu'est-ce que tu peux regarder d'autre? On parlait des salons. Aux États-Unis, par exemple, il y a des centaines et des centaines de salons qui existent sur nos sujets. On sait que les US, c'est un marché très mature sur nos sujets. C'est un bon signal. Par contre, il y a d'autres marchés européens où tu galères un petit peu plus à trouver les salons où on pourrait aller. Ça, pareil, ça te dit que peut-être le marché il est moins mature. Donc, pourquoi je parle de maturité? Parce que ça paraît assez évident, mais du coup, quand tu es sur un marché ultra mature, tu as peut-être plutôt intérêt à aller chercher les gens, toute la masse qui est prête, entre guillemets, à discuter avec tes commerciaux. Capturer. Exactement, à capturer la demande existante. Si tu es sur un marché pas mature, tu risques de t'épuiser et d'épuiser ton budget parce que 1 euro investi va rapporter beaucoup moins, parce qu'il va demander beaucoup plus d'efforts à convaincre, entre guillemets, parce que ton marché est pas mature. Donc, tu
t'as besoin, en fait, t'as pas le choix d'aller commencer par de la demand gen ou en tout cas de faire beaucoup de demand gen en parallèle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de tes ressources. Je dirais qu'aller sur un marché non mature, ça peut être intéressant parce que t'as l'avantage du premier arrivé. Tu positionnes le premier sur tous les mots-clés. C'est toi qui te positionne un peu comme la marque leader d'opinion sur tes sujets. Donc, ça peut être super intéressant d'être le premier pour évangéliser un marché. Mais on en vient du coup au deuxième point des ressources. Si t'as pas beaucoup de temps devant toi et que t'as pas beaucoup de ressources, tout le monde va être déçu des résultats. Donc, c'est pour ça que les ressources, c'est aussi important. Et quand je dis ressources, c'est financier, c'est humain. C'est aussi le mindset un peu de ton entreprise. C'est quelle est la culture de ton CEO, des invests, sur la compréhension du marketing. Que le marketing, c'est pas juste une baguette magique. J'appuie sur un bouton, je mets des sous et j'ai des leads et des opportunités. Donc, moi, j'ai de la chance d'être dans une boîte où le leadership est quand même très bien, la culture marketing. Ça vient sans doute du fait aussi qu'on a un outil qui est quand même marketing et content. Oui, ce serait un comble de... Ouais, voilà. Non, mais tu vois, quand tu es CMO d'un produit assez technique, souvent, ton CEO, il n'est pas forcément très acculturé au marketing. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important. Moi, peut-être pas le CEO, mais les sales, je leur fais parfois des prêts pour leur expliquer des concepts marketing. C'est important, je pense, un petit peu d'éduquer en interne. Donc voilà. Donc, lead gen sur un marché mature, évidemment. Attention, cependant, à pas oublier, je pense, la demand gen sur un marché mature. Parce que c'est un peu le paradoxe de la rentabilité quand tu regardes la demand gen. C'est que c'est sûr que si tu es sur un marché mature où il y a beaucoup de demandes à les capturer, si tu investis 100%, sur 100% de ton budget, tu investis 80% à aller capturer cette demande, tu vas avoir un ROI à court terme qui sera meilleur que si sur 100% de son budget, tu investis 60% sur de la capture de demand. À court terme, ton ROI sera meilleur dans l'option A versus l'option B. Le problème, c'est qu'en faisant l'option A, tu n'investis pas sur ton futur et tu dégrades ta rentabilité à moyen terme. Parce que le paid, déjà, c'est pas toujours ultra scalable et surtout, ça coûte de plus en plus cher. Les coûts d'acquisition, ils font que augmenter. Donc, si tu prépares pas ton acquisition organique plus tard qui va venir faire baisser tes coûts et avoir une croissance plus efficiente, tu dégrades en fait à moyen terme ton efficience marketing. Et donc, c'est un peu ça le paradoxe de la demand gen. C'est sûr qu'à court terme, si t'en fais trop, ça dégrade ton ROI. Mais si t'en fais pas assez, tu dégrades ton ROI sur l'avenir. Et donc, c'est un peu ça l'équilibre du coup à trouver. Ok. En fait, petit commentaire, et ça me permet aussi de revenir sur un truc sur lequel je voulais faire un commentaire avant. Tu sais, quand tu disais tout le monde a plein d'idées pour le marketing, et puis tu sais, il y a un peu toutes les nouvelles tendances, il faut absolument qu'on fasse ça, etc. etc. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec le sujet lead gen, demand gen, demand capture, si on reprend le truc que tu viens de présenter. C'est, je trouve que ces deux cas, ils montrent que c'est ok d'être en retard. Tu vois, c'est assez difficile c'est assez difficile, je trouve, pour la plupart des personnes de se dire que tu vois, on veut toujours être à la pointe, etc., etc. Mais typiquement, donc, si je reviens un peu sur tout le monde a des idées sur pour le marketing, il y a Threads, tu vois, le truc de Facebook, nouveau réseau social de Facebook, il faut absolument qu'on ait une stratégie et tout machin. Et il y en a, ils vont s'épuiser à aller toujours courir après le dernier truc, alors que, mais non, en fait, il y a des machins, c'est là depuis longtemps, t'inquiète, c'est ok d'être en retard. Ouais, complètement. Tu vois. Et je trouve que demand gen versus demand capture, ce que ça montre aussi, c'est que si t'arrives un petit peu en retard, tu bénéficies déjà du fait que le marché, il existe. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et donc, tu peux bénéficier de la demand capture. Ce qui n'est pas le cas quand tu es innovant et où, en fait, tout ton argent, tu dois le dépenser à éduquer le marché, à montrer que ça existe et à appuyer sur le problème, etc. Et je trouve que c'est vraiment deux sujets sur lesquels qui montrent bien le fait que ça sert à rien d'être dans le FOMO non-stop, surtout dans le marketing. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Parce que vraiment... Tu vois, alors vous êtes en plein dans les sujets d'IA, mais il y a plein de boîtes, ils se mettent à être il faut qu'on fasse de l'IA et tout, alors que ça n'a absolument aucun intérêt pour leur business, tu vois. Mais Threads, Clubhouse, machin, tu vois, on a vu des gens dépenser, tu vois. Ah ouais, Clubhouse, je m'en rappelle. Mais voilà, tu vois, bouleverser complètement leur stratégie marketing pour pouvoir être présent sur Clubhouse. Tranquille. Ouais. Tu vois, c'est ok d'être en retard. Complètement, mais c'est là encore on revient un peu au rôle du leader marketing, d'apporter du purpose et de pushback. Et tout ça, ça doit se baser sur ta stratégie. Tout à fait. Et ta stratégie, c'est pas que l'alliance d'une cible et d'un angle d'attaque. C'est surtout, je pense, alors oui, ça dit comment tu vas atteindre un objectif qui en général est un objectif business, mais c'est surtout expliciter une direction assumée
et un ensemble de choix ultra clairs de ce que tu vas faire et implicitement de ce que tu ne vas pas faire. Oui. Et donc, par exemple, t'es leader marketing, t'es au milieu de ton année, et là, ton VP Product, il arrive et il dit « J'ai une super idée, on va lancer une communauté de users. » En plus, j'ai écouté Podcast Conquête, apparemment, ça marche trop bien. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? En fait, c'est pas ça la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça rentre dans ma stratégie ou pas ? Bah oui. Si ta stratégie, c'est de leverage ton meilleur segment client pour faire du revenu, alors la tactique de la communauté, elle a du sens. De la même manière que, tu vois, tu pourrais faire quoi ? Du parrainage, tu pourrais faire voilà, des tactiques comme ça. Si ta stratégie sur ce marché, par contre, c'est on va devenir la référence autour de tel sujet pour telle cible, la référence est le thought leader et on va éduquer autour de tel sujet, alors le sujet de la communauté, il est un peu à côté. C'est pas la tactique sur laquelle il faut investir parce que tu vas investir en circuit fermé pour apporter du knowledge à une cible très petite. Alors que là, a priori, tu as plutôt envie de faire des tactiques comme du webinar, du co-marketing, du blog post, etc., de l'advocacy. Donc, en fait, à chaque fois, la question à se poser, c'est quoi ma strat et est-ce que ça rentre dedans ou pas ? Ouais. Et faire de la strat, c'est faire des choix. Ouais. Globalement, ça se résume à ça, tu vois. C'est complètement. Juste faire de la strat, c'est faire des choix. Donc voilà, à un moment donné, il faut choisir, c'est renoncer. Il faut être complètement OK avec ça. Tu connais le proverbe du diplomate, hein, ou le dicton, je sais pas comment on dit. Un diplomate qui dit oui, c'est un diplomate qui dit peut-être. Un diplomate qui dit peut-être, c'est un diplomate qui dit non. Et un diplomate qui dit non, c'est un mauvais diplomate. Après, en termes de chasse, historiquement, c'était du call calling, beaucoup. Et donc, c'est quelque chose, pour le coup, on a transversé. Ça reste aujourd'hui 80% de call calling, on va dire. Enfin, de sales, mais qui passe par du call calling, un petit peu d'emailing, mais c'est quand même beaucoup de l'appel. On est content d'arriver à 20% aujourd'hui d'inbound. Donc ça, c'est en partant de zéro. Donc ça veut dire que deux phénomènes. On a fait du bon boulot, mais surtout, on rentre dans un marché qui a un peu moins de l'équipement. Alors, je sais pas si le chasm de Moore, c'est un truc dont on parle quelquefois. On est vraiment dans le chasm de Moore, c'est-à-dire qu'on a eu early adopters qui connaissaient du change, qui négociaient avec plein de banques, on se bat avec nos concurrents directs. Là, maintenant, on rentre dans des gens qui commencent à comprendre les bénéfices des sociétés comme nous, qui font leur recherche de leur côté, qu'on n'avait pas forcément identifié. Donc, l'inbound, aujourd'hui, pour moi ou pour nous, c'est surtout un signe que le marché est en train de passer le chasm. On passe les 15-20% de early adopters, on rentre dans le mainstream, ce qui est génial pour l'equity story. Et je pense qu'on a réussi à craquer l'acquisition en changeant complètement notre approche. On était très lead gen avant. Moi, j'étais le bon héroïste, voilà. Donc, on avait des bons white paper gatés avec des bons emails. Et donc, on a fait ça jusqu'en 2022. Et puis, on s'est rendu compte que voilà, les sales râlaient parce qu'ils avaient vraiment de la mauvaise qualité, des gens qui n'étaient pas prêts. Tu ne pouvais pas télécharger un truc que tu étais déjà appelé par 10 personnes. Donc, on est passé vraiment dans le demand gen classique, enfin, qui est devenu classique maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, Chris Walker, le gourou du demand gen. Enfin, en tout cas, on a pas mal suivi ses prescriptions qui consistent à séparer la génération de la demande. Nous, c'est beaucoup, j'ai parlé des RP, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup même nos clients, de plus en plus des events. Enfin voilà, on ouvre complètement le generate demand autour là où sont nos clients. C'est un peu basique, hein, mais on essaie de les suivre. Et puis la capture, qui elle est vraiment que sur notre site web. On a fait un site web de capture. On ne vient que pour ouvrir un compte quasiment sur notre site web de manière classique. Et là, les canaux d'inbound, un tiers de reco, un tiers d'ads et un tiers de SEO organique, mais qui est un petit peu difficile à vraiment mesurer. C'est pas que notre marque, c'est des mots-clés autour de meilleure expérience de paiement, transparence de prix. Mais comme on suit moins bien le funnel d'acquisition, on sait qu'ils ne sont pas venus que sur notre marque, quoi. Ils sont venus sur une catégorie dans laquelle nous on se positionne de plus en plus, qui amène du trafic. Ok. Et le côté gated, ungated, vous avez ungated des choses ? Ah ben on a tout ungaté. Complètement. Alors ça a été, en fait, on a fait franchement un rebranding de fond. Il s'est passé plusieurs choses. On a vraiment bossé avec Pierre-Antoine, avec le CEO, avec les sales. On a fait vraiment un gros travail faire la promo avec deux personnes incroyables de Hello Soul qui nous ont vraiment fait travailler sur notre psychologie presque de boîte. Et on a défini tous nos piliers.
On a refait notre site web, mais au passage, on a totalement tout ungaté. Donc, et on a en fait gardé le même nombre de leads en volume par mois, mais on a multiplié par 4 les taux de transfo. On a augmenté les tailles de boîtes. On a attiré des gens un peu plus gros. Et donc, en sortie, on a 4 fois plus de revenus sur les inbound avec le même volume. On était à 5%, on est à 20% et même volume. Donc alors, est-ce que c'était bon moment pour nous, etc. Mais on a été assez extrême dans l'application. Et on a un formulaire qui est hyper long. C'est-à-dire que pour s'inscrire, il faut vraiment être très motivé, high intent. Et à la limite, on va pas aider le travail, on ouvre un compte, quoi. Et après, comme on a en plus des sujets de régulation derrière, de KYC, on va presque préparer le terrain. Et si quelqu'un considère qu'il n'est pas prêt, faire l'effort avec nous, il viendra quand il sera prêt. Mais les gens sont contents, donc ça marche. Oui, en fait, quand tu as dit oui, on a un formulaire qui est très long, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de toute façon, après, la personne elle va devoir passer le KYC. Donc, en fait, s'il n'est pas prêt à remplir le formulaire, à la limite, bon. Voilà, c'est ça. Et ça reste classique, on n'est pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté high intent de gens qui ont fait leur parcours d'achat ailleurs, on a parlé de Trustpilot, nos clients, enfin, on a 10 000 clients. Donc, c'est facile de trouver un de nos clients pour lui demander ce qu'il pense de nous. Donc, les gens font leur parcours. Et puis, quand ils sont prêts, le site web doit être très clair sur la proposition de valeur, la réassurance. Oui, donc, pour le coup, on a beaucoup investi là-dessus. Et oui. Pour le coup, c'est ça un peu la balance à faire. C'est je fais du volume avec des trucs un peu larges, machin, mais c'est pas très quali. Ou j'ungate complètement, je veux aller toucher machin. Par contre, il me faut des propositions de valeur hyper fortes. Gros boulot. Chez Pigment, une des motion marketing qui cartonne, c'est les live demos. Donc c'est du bottom of funnel webinar toutes les semaines où on va faire une démo de l'outil avec un SI et on prend les questions à la fin. Donc tu t'en doutes, c'est une motion qui s'adresse à des gens qui sont déjà assez bas dans le funnel, qui sont quand même plutôt connaisseurs de Pigment. Et donc bien sûr, sur le papier, c'est ça qui va driver le plus de conversion et qui va générer le plus d'enthousiasme chez les BDR, chez la growth, puisque c'est un outil très simple à activer. Et à côté, moi, j'essaye de passer beaucoup de temps sur notre top of funnel messaging. J'oserais plus parler de webinar de white paper en 2024 dans un de tes podcasts, Jordan. Mais où on va essayer de créer ces touchpoints qui sont très top of funnel, où l'impact va être diffus, c'est le moins qu'on puisse dire, et va probablement prendre beaucoup plus de temps. C'est difficile de montrer la valeur de cet investissement long terme. C'est difficile en face de gens qui, dans leur rêve, le marketing est juste là pour shipper des trucs bottom of funnel qui permettent de convertir les gens et d'en faire des clients. C'est qu'une petite partie de notre scope. Mais c'est vrai que c'est un enjeu très très fort. Ok. En plus de ça, vous levez de l'argent. Donc j'imagine que la relation au VC, comme tu le disais, et avec une CEO qui vient de ce milieu VC, naturellement, il y a aussi cette volonté de performance court terme et le ROI, etc. Comment est-ce que toi, dans ta position, tu arrives aussi à gérer les attentes des différentes personnes? Ah ouais, c'est clair. Bon, déjà, la première nouvelle, c'est qu'on a la chance d'avoir des interlocuteurs intelligents quand même. Oui. Que ça soit les VC ou notre CEO, c'est des gens qui comprennent qu'il y a un impact court terme et un impact long terme. Mais c'est vrai que souvent, tu vas demander aussi un petit peu d'avoir de la confiance. Et en fait, généralement, tu vas bâtir ta crédibilité sur tes succès short term pour faire du pipe, pour expliquer que tu dois prendre un peu d'argent, un peu d'énergie, un petit peu de temps pour bâtir ton long terme. C'est loin d'être toujours réussi, pour être honnête, et je pense que c'est aussi un de mes enseignements ici, c'est que à la fin du game, c'est Keep de HubSpot qui disait ça là, il y a quelques temps, c'est beaucoup plus simple quand tu es le CMO d'une entreprise de comprendre qu'en fait le CMO de l'entreprise, c'est le CEO. Et à partir du moment où tu as compris que c'est le CEO, le CMO, et que tu n'es qu'un passager dans cette aventure humaine, mais dans cette aventure entrepreneuriale, et ben, ça te permet d'accepter que tu vas pas forcément gagner toutes tes batailles, en fait, et que le plus important, c'est probablement d'être capable de délivrer une motion marketing qui sert l'entreprise aussi sur le long terme, même si tu vas pas toujours forcément être compris en interne. Ça, c'était mon côté philosophique, si je puis dire. Après, si je le ramène down to earth, il y a beaucoup de manières de montrer que cet impact long terme va nous rapporter du trafic. Tu vois, un outil assez évident pour moi, ça va être public relationship et analyst relationship. Deux motions dont généralement l'impact va être assez long terme, sur solidifier ton image auprès de la presse ou auprès des analystes, mais sur lequel on peut réussir à avoir des quick wins, une bonne parution, être sur le Gartner Quadrant un jour, etc. Assez short terme, qui te permettent, toi, de montrer à ton audience interne comment en fait, ton effort sur le long terme permet de te renforcer ton ancrage sur le moyen terme, si je puis dire. J'aime beaucoup PR et AR, puisque c'est une très bonne définition de
2 postes de dépenses très élevés au marketing, ça coûte cher une agence PR aux US, sur lequel il va pas se passer grand-chose les 6 premiers mois, voire même la première année. Et toi, tu vas continuer à dépenser. Et si tu fais bien ton travail, la 2e, la 3e année, il va avoir un effet un peu cumulatif, que tu vas voir arriver. Mais c'est pareil, cette première année, il faut être capable d'expliquer que tu vas faire beaucoup d'efforts et que ça va probablement pas déboucher sur grand-chose. Et je pense que c'est ça un peu le switch d'aller up market, c'est comprendre que quand tu es dans du SMB, c'est très transactionnel, c'est très rapide, quand tu es sur de l'enterprise, tu crées sur le long terme et ça implique un petit peu plus de patience. Et les belles choses se construisent souvent, ça prend souvent du temps pour les faire. C'est presque la manière dont je résumerais le passage au up market, comprendre qu'on investit sur le long terme.